Alors, quelques petits mots sur qui je suis d'abord et d'où est-ce que je parle, ça me semble un peu important. Donc, je suis Fernando Pinto da Silva, j'ai été responsable de l'imprimerie Braille et Gros Caractères de l'association Valentin VIII de 2005 à 2008. J'ai ensuite dirigé le centre d'évaluation et de recherche sur les technologies pour les aveugles et les malvoyants dans cette même association pendant 7 ans. Et parallèlement, de 2010 à 2015, j'ai également dirigé les chaînes de production du livre numérique pour cette association, dont le but est de produire des livres à destination des aveugles et des malvoyants. Et j'ai rejoint donc l'équipe de DR Lab en 2016 en tant que consultant expert accessibilité. Alors sur la diapo suivante, mes coordonnées, pour ceux qui souhaiteraient me joindre, en particulier Twitter qui marche pas trop mal, qui est F Pinto da Silva pour ceux qui pourraient peut-être ne pas lire sur écran, et les coordonnées de DR Lab que vous retrouverez sur www.edrlab.org. Alors, sur la diapo suivante, une présentation sommaire de ce qu'est EDR Lab, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, certains d'entre vous le savent pertinemment, mais d'autres sans doute pas. EDR Lab, qui en développé veut dire European Digital Reading Lab, est un organisme qui a été ouvert fin 2015, devant le constat qu'on avait besoin en Europe, à l'instar de l'IDPF qui existait il y a encore quelques mois aux États-Unis, on avait besoin en Europe d'un organisme fort pour porter le livre numérique et en particulier pour porter le format EPUB. C'est une structure qui est hébergée par Cap Digital, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un gros acteur du numérique en France. Et les financements de DR Lab sont publics, privés, comme on le verra assez vite. Car en effet, dans la diapo suivante que nous vous proposons, vous constaterez que les axes liés à l'accessibilité numérique sont essentiellement financés d'une part par le ministère de la Culture et d'autre part par la Fondation des Aveugles de Guerre qui, depuis des années, travaille sur ces questions de comment offrir un accès à la lecture pour les publics déficients visuels. Et cette mission a commencé à EDR Lab le 15 novembre 2016. Alors, pourquoi une telle mission? Sur la diapo suivante, que j'ai intitulée Médiation et évangélisation, je pense qu'on résume assez bien finalement en 2 mots le pourquoi du comment de cette mission accessibilité au sein de DR Lab. En réalité, comme on le verra, on a beaucoup de travail à faire encore pour expliquer ce qui se passe dans le domaine du livre numérique, de l'accessibilité. Donc, faire une médiation notamment entre les différents acteurs, entre les différents publics, et évangéliser, même si ce terme ne me plaît pas beaucoup en français de par sa connotation, nos actions l'utilisent plus volontiers, mais on voit bien l'idée derrière qui est de porter la bonne parole. Donc sur la diapo que vous avez sous les yeux, j'exprime notamment le fait qu'on souhaite devenir un centre de ressources et de veille partagée dans le domaine de l'accessibilité du livre numérique, évidemment, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de méconnaissance du sujet pour beaucoup des acteurs, que beaucoup de pistes existent également, mais qu'elles ne sont pas nécessairement mises en avant. Donc, c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Faire se rencontrer les différents acteurs, donc pour que cette accessibilité devienne une réalité. Bon, là, je pense que tout est dit, c'est-à-dire faire en sorte que l'ensemble des structures qui travaillent au quotidien avec du livre numérique et qui se préoccupent de l'accessibilité sachent un peu ce qu'il existe, mais qu'en même temps, ces structures échangent. Accompagner la prise en compte de cette accessibilité dans les chaînes de production, ça on verra un peu plus loin, de production et des usages, on imagine bien que là il y a énormément de choses à faire. Et c'est ce que je vais aujourd'hui essayer de vous expliquer. Alors,
Dans la diapo suivante que j'ai intitulée Daisy EPUB même combat, j'ai voulu initier un petit historique pour parler un peu des différents formats. Certains d'entre vous, je pense, les connaissent, d'autres pas. Et je vais donc prendre le temps, même s'il est rapide aujourd'hui, je vais essayer de prendre le temps d'exposer en quelques slides de quoi il s'agit. Dans cette première diapositive, vous voyez que je mentionne 3 organismes de référence dans le domaine du livre numérique. Nous avons le consortium DAISY, dont je vais reparler assez vite, l'IDPF, qui est cet acteur américain que j'ai mentionné tout à l'heure et qui travaillait sur le livre numérique, et le W3C, qui est l'organisme qui régit tout ce qui est Internet au niveau mondial. Ces 3 organismes concourent ou ont concouru au livre numérique, à son accessibilité, et on verra comment. Si je mentionne également dans cette diapo que DAISY, en le développant, au départ voulait dire Digital Audio Integrated System, et je mets un égal Digital Accessible Information System, c'est parce qu'on verra que il y a eu un glissement de ce que voulait dire cet acronyme dans sa première version, de l'audio vers l'accessible. Et là non plus, ça ne me semble pas totalement anodin. Ce qu'on a voulu viser à l'époque, ce dont je vais vous parler assez rapidement, c'est bien d'être un format accessible à tous. Au départ, c'était le format DAISY. On verra comment très vite on en est arrivé au format EPUB. On arrive maintenant à une diapositive que j'ai intitulée DAISY, petit historique. Alors, c'est un consortium qui s'est constitué en 1996 à l'initiative de bibliothécaires spécialisés, des bibliothèques sonores suédoises, entre autres. Et pour résumer le constat qu'eux avaient fait, je renvoie souvent à une expérience qui m'est très personnelle. Dans les années 90, j'étais moi-même étudiant, donc non-voyant, et je devais consulter un dictionnaire étymologique qui existait, seulement il existait en 91 cassettes. Donc je pense que vous avez tous plus ou moins connu les cassettes. Et je ne sais pas si vous pouvez imaginer comment ça pouvait être difficile de trouver une occurrence, mais il fallait du coup parcourir une face, la chercher, lire la définition, chercher une autre définition dans une autre cassette. L'idée qui s'est fait jour dans les 90, c'était de dire que l'audio dans les collections des bibliothèques spécialisées pour les personnes aveugles et malvoyantes existait, mais la logique, c'est le sur bande, et que donc on ne faisait rien, cet audio, ces collections allaient rapidement mourir. 2, si on devait en faire quelque chose, il fallait non seulement numériser ces collections, mais dans le même temps, bien évidemment, les structurer de façon à rendre une navigation possible dans ce type d'ouvrage. C'est donc comme ça, en réalité, qu'on a pensé à faire ce format DAISY. Alors, dans la diapo suivante, DAISY, différents types de livres. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'évoquer avec vous quels sont principalement les formats DAISY qu'il existe. Alors, pourquoi je dis principalement? Parce qu'en réalité, il y en a un peu plus que ça. Mon idée aujourd'hui, c'est pas de vous rendre spécialiste du format DAISY, mais c'est à tout le moins de vulgariser ce qu'est le format DAISY pour comprendre comment ça s'articule avec le format EPUB et comment ça s'articule aujourd'hui que mène EDR Lab. On va donc distinguer 3 grandes catégories de livres DAISY. Les premiers qui sont ceux dont je vous ai déjà beaucoup parlé à travers cet exemple dictionnaire étymologique. Donc un livre audio qu'on va structurer de façon à permettre une navigation fine par l'utilisateur de ce livre. Un deuxième type de livre DAISY
c'est de dire, dans la mesure où je suis capable de structurer le livre audio, je vais pouvoir joindre l'audio au texte, si je synchronise les deux, et je vais donc ainsi permettre au malvoyant d'avoir le texte qui défile à l'écran pendant qu'il est lu en audio, ou au public de pouvoir s'en emparer. Donc par 10, je suppose que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais on parle des publics dyslexiques, dyspraxiques, etc. C'est tellement vrai qu'à travers le monde, beaucoup des structures qui proposent des livres au format DAISY sont des structures principalement utilisées par les publics 10 dans certains Pays-Bas, en Suède ou dans certaines organisations aux États-Unis. Ce sont plus de 80% des utilisateurs de ces structures qui utilisent les formats DAISY et qui sont le troisième type d'ouvrage, c'est du DAISY au format texte, c'est-à-dire que là, on n'aura pas du tout d'audio. On va avoir un texte très structuré, très balisé, avec des fichiers de contrôle qui permettent cette navigation. Et là, la restitution va se faire selon la modalité de l'utilisateur, donc soit un écran, soit une synthèse vocale si l'utilisateur utilise une synthèse vocale, voire une plage braille, par exemple, ce qui est mon cas actuellement. Pendant que je vous fais cette présentation, je fais défiler du texte en braille, personne n'entend ce que je fais, mais ça me permet d'utiliser un support numérique. Donc de la même façon, on peut tout à fait utiliser un livre au format DAISY texte et le lire directement sur une plage braille. Alors, je sais que c'est un peu délicat là, dans la forme qu'on a, mais est-ce qu'à ce stade, il y a déjà des questions par rapport à l'ensemble de ces points? On va passer des DAISY audio 2.02, full text, full audio, with TTS. Ça, c'est ton deuxième item là dans la diapo. Oui, tout à fait. Alors, c'est parce que c'est vrai que, en fait, dans cette diapo, j'ai mentionné le 2.02. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la version la plus répandue du format DAISY à travers le monde. En réalité, je ne suis pas forcément effectivement étalé sur les versions du format. Je me suis plus attaché à parler des grandes catégories d'ouvrages. Mais tu as tout à fait raison, Luc. Il y a eu plusieurs versions du format DAISY. Celle qu'on trouve la plus communément autour du monde, c'est le format 2.02. La version 3 du format DAISY est une version qui existe, qui techniquement est spécifiée, mais qui est moins utilisée. Aujourd'hui, on estime au doigt mouillé, parce que malheureusement, on n'a pas de statistiques fines, que les collections DAISY à travers le monde sont à 75 à 80% au format DAISY 2.02, que ce soit de l'audio seul, de l'audio avec texte synchronisé ou du texte, et au format DAISY 3, entre 20 à 25%. D'accord. On va aussi passer des DAISY audio NCC. Tout à fait. Alors ça, ce sont les fichiers de structuration, notamment des fichiers, enfin, ce sont les fichiers qui constituent les livres DAISY, notamment le ncc.html, puisque dans cette diapositive, j'ai essayé de refléter en quelques mots, ce qui est assez délicat, quelle pouvait être la structure des livres DAISY qu'on rencontrait le plus souvent. Donc un ncc.html, notamment dans le DAISY 2.02, c'est finalement ce qui va synchroniser le texte et l'audio, en fait. Dans un audio NCC, il y a forcément aussi le texte. Dans le ncc.html, il n'y a pas le texte en tant que tel. Lui, il va se charger de synchroniser le texte du livre qui se trouve dans un autre fichier avec les fichiers audio, le tout en renvoyant à des structures qu'on appelle des points, à des fichiers qu'on appelle des points SMIL qui vont faire les points de synchronisation. Mais le NCC, sans vouloir être peut-être trop technique pour ceux qui seraient pas trop de la partie, c'est un peu l'épine dorsale du DAISY 2.02 en fait. C'est la colonne vertébrale, on va dire, de l'ensemble du livre. S'il n'y a pas de ncc.html en DAISY 2.02, on ne peut pas accéder au livre DAISY en tant que tel, sans bénéficier en tout cas des fonctionnalités. Okay. Juste un mot, comme on a deux personnes qui n'ont pas de micro, hein, si vous voulez poser une question, entrez dans le chatter qui est en bas à droite
Et puis je relayerai la question, pas de problème. Voilà. Merci Laurent. Alors, Daisy, quel support? Aujourd'hui, on pense bien évidemment tous au téléchargement, mais en réalité, ça serait assez mal connaître ou peu connaître la réalité du terrain pour ceux qui l'utilisent aujourd'hui. C'est beaucoup de CD encore pressés. On arrive à faire tenir 40 heures d'enregistrement sur un CD gravé sur un CD Daisy. C'est intéressant parce que au moment où je vous parle, une structure qui distribue beaucoup de livres audio comme la médiathèque Valentin VIII distribue encore la moitié de ses contenus sur CD gravés en Daisy audio en fait. On a d'autres supports qui existent, je les ai déjà mentionnés, comme la carte SD, le téléchargement, mais selon les pays, selon les bibliothèques, ce ne sont pas toujours des formats plébiscités. Alors, Daisy, les matériels de lecture, puisqu'évidemment, si j'ai un format que je produis avec toutes ses spécificités, encore faut-il que je puisse le lire. Donc, comme on l'imagine, c'est un standard qui a été implémenté dans la fabrication de matériel spécifique. En réalité, on pourrait se poser la question de se dire, mais pourquoi finalement avoir fait ces matériels spécifiques? Là, j'indique notamment sur la diapositive sur laquelle je me trouve actuellement que, notamment avec des lecteurs MP3 classiques tels qu'on les connaissait au début des années 2000, il était difficile pour les déficients visuels de les utiliser par manque d'accessibilité, mais aussi parce que certaines fonctionnalités, même très simples, n'existaient pas. J'en donne souvent qu'une pour que les gens comprennent bien de quoi je parle. Le simple fait de faire un play-pause sur un livre audio, c'était quelque chose qui n'était pas envisageable, puisqu'en réalité, quand on faisait pause, ou stop en l'occurrence, ça ramenait au début du fichier lorsqu'on voulait recommencer l'écoute la fois suivante. Donc ça rendait les choses extrêmement difficiles et c'est aussi l'intérêt de ces lecteurs. C'est aussi ce qui permet d'ailleurs de les utiliser dans d'autres contextes. Donc comme on va le voir assez vite, on a aussi bien des lecteurs de table spécifiques que des lecteurs nomades. Donc je vous propose dans la diapo suivante quelques modèles, quelques visuels de modèles. Donc vous devez voir que là on a des gros lecteurs, des petits lecteurs, certains qui permettent de mettre des CD, d'autres pas, puisque justement le support de la carte SD a quand même fait son apparition. Et on a aussi, comme vous le voyez juste après, des lecteurs qui existent, mais d'un point de vue logiciel en fait. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un matériel dédié, on va utiliser des matériels qui existent déjà, comme des ordinateurs ou des téléphones ou des tablettes, et installer des logiciels qui vont permettre eux aussi l'utilisation de ces livres Daisy qui ont été produits par ces bibliothèques spécialisées. Là, j'en mentionne ici quelques-uns. Ça n'a pas vocation à être exhaustif, mais ils sont assez représentatifs des usages qui existent en matière de logiciels. Il y a Amis, bien évidemment, qui est le lecteur qui est promu et développé par le Daisy Consortium. Il y a Easy Reader, toujours sous Windows, qui lui est fabriqué par une structure qui s'appelle Dolphin, qui fait beaucoup de produits pour déficients visuels, dont notamment une ligne assez importante liée à l'exploitation des livres Daisy et EPUB. Et on voit sinon que d'autres lecteurs logiciels ont fait leur apparition dans d'autres environnements comme iOS par exemple. Là je cite Voice Dream Reader qui pour moi aujourd'hui est un peu mon préféré pour tout un tas de raisons, mais notamment parce qu'il a beaucoup de fonctionnalités, pas que pour les déficients visuels, mais pour d'autres handicaps aussi, et qui en plus a le mérite d'être traduit en français. On a Read2Go donc de Benetech, qui est un acteur très important aux États-Unis, qui malheureusement n'existe qu'en anglais pour le moment, et d'autres lecteurs, notamment comme Voice of Daisy. Et sous Android, on voit là aussi que Voice Dream existe avec un peu moins de fonctionnalités que sous iOS pour l'instant.
et Darwin Reader, qui est un projet qui semble malheureusement être à l'abandon, en tout cas pour le moment, et d'autres initiatives comme celle de GoRead, qui elle-même est une application promue par Benetech. Donc, comme on le voit, on a une certaine... Oui. Il n'y a pas de version macOS? Alors, il y en a une, mais que j'ai enlevée, qui date, en fait, et qui, malheureusement, pour le coup, n'est plus du tout maintenue, qui est installable dans des conditions qui me semblent difficilement compatibles aujourd'hui avec la promotion de cette application. Mais enfin, si ça intéresse du monde, vous pouvez chercher Olearia. Ça s'écrit O-L-E-A-R-I-A. Mais elle est extrêmement basique et surtout, malheureusement, elle est plus du tout maintenue. Merci. Alors, quelques fonctionnalités de ces lecteurs DAISY, qu'ils soient matériels ou logiciels, là, ça ne change rien. D'abord, quelque chose qui est très plébiscité, c'est la vitesse de lecture. Le fait de pouvoir varier la vitesse de lecture, que ce soit de l'audio enregistré ou que ce soit une voix de synthèse incorporée, le fait de pouvoir régler le débit de lecture, ça c'est quelque chose que les utilisateurs apprécient. La capacité de déposer des signets, ça c'est très simple à imaginer, mais de la même façon que dans un papier, on a parfois glisser des marque-pages, des choses où on puisse revenir facilement à l'endroit d'un livre. Là, on a prévu la même fonctionnalité dans ces lecteurs sur des livres DAISY. La sauvegarde du point d'arrêt, j'y reviens pas, ça fait référence explicitement à ce dont je parlais tout à l'heure et qu'on a souhaité du coup permettre sans aucune espèce de difficulté à l'utilisateur. Donc comme on le voit, pour tout un tas de raisons, ces livres ils sont toujours des livres qui ont été conçus pour de nombreux besoins en fait, et couvrir beaucoup plus largement, même que ce qu'on imagine, les besoins des personnes qu'on appelle empêchés de lire et bien au-delà des déficients visuels. Diapo suivante, DAISY versus EPUB avec un point d'interrogation. Alors pourquoi cette diapositive? Eh bien, parce qu'une fois que j'ai fait ce petit historique qui, je l'espère, vous aura permis, pour ceux qui n'étaient pas très familiers de ces notions, de comprendre un peu mieux comment tout ça s'articulait. Il est important de comprendre qu'en 2015, le DAISY Consortium a annoncé officiellement qu'il n'y aurait pas de format DAISY 4 et qu'en réalité, ce qu'aurait dû être le format DAISY 4, s'il y avait eu un certain nombre d'évolutions, devient, ou en tout cas est, le format EPUB 3. Et donc le DAISY Consortium a fait savoir à l'ensemble de ses membres, de ses bibliothèques spécialisées qui, comme vous le rappelez, s'étaient réunis pour former ce consortium, eh bien, d'aller vers le format EPUB 3. Donc là, l'idée sous-jacente, c'est de dire il faut aller vers un même format pour tous les publics. C'est-à-dire que le public visé soit un public empêché de lire ou que ce soit le grand public, il ne faut plus avoir 46 formats. Ce qu'on doit viser, c'est avoir un seul et même format pour tous les usages possibles. Et c'est précisément ce dont on parle aujourd'hui, c'est précisément ce dont parle EDR Lab, notamment à travers cette mission accessibilité. Alors, pour rentrer un peu plus encore dans le sujet, comment produire aujourd'hui un DAISY ou un EPUB accessible? Là aussi, il ne s'agit pas pour moi de vous donner toutes les clés de production. Le sujet de ces webinaires, c'est bien de vous parler de ce qui se passe au sein d'EDR Lab, mais ça en fait largement partie, comme vous allez vous en apercevoir. Plusieurs outils ont été développés pour faire du DAISY et ces mêmes outils permettent pour certains de faire de l'EPUB, puisque l'EPUB est considéré comme étant la version 4 de ce qu'aurait pu être le format DAISY. Donc quelques outils ici faits par le consortium, développés et maintenus par le consortium, Obi, qui est un logiciel qui permet de faire du DAISY audio seulement, qui est traduit en français par EDR Lab et qui est totalement gratuit, dont vous pouvez vous emparer librement en allant sur le site daisy.org. C'est un outil qui tourne sous Windows.
Il n'est pas prévu à ce stade de version portée sous macOS, d'autant que la plupart des centres d'enregistrement qui l'utilisent semblent être équipés de Windows. Et pour ceux qui travaillent sous macOS, la réponse qui nous est apportée aujourd'hui, c'est de le faire tourner via des émulateurs comme Wine, par exemple, qui existent. Le pipeline, donc entre parenthèses, j'ai indiqué ici 1 et 2. De quoi s'agit-il? Ce sont des outils qui vont batcher, qui vont automatiser, on va dire, un certain nombre de processus de conversion de format vers format. On va du coup pouvoir industrialiser un certain nombre de conversions pour obtenir en sortie soit des formats DAISY, soit des formats EPUB. À ce stade, je précise que le seul de ces pipelines à pouvoir produire du format EPUB, c'est le pipeline 2, qui lui-même peut être couplé au pipeline 1, c'est-à-dire qu'une chaîne imaginable aujourd'hui, pour être un peu concret, c'est d'avoir un document que je mets en entrée dans mon pipeline 1 qui est dans un format RTF, par exemple, c'est tout à fait envisageable, de le faire convertir dans un XML particulier, qui est en l'occurrence le XML DAISY DTBook. Ce même XML DAISY DTBook, je vais le donner, tout ça se fait de façon transparente par un petit batch au DAISY Pipeline 2, et lui-même va prendre ce DAISY XML DTBook et va le convertir soit en DAISY audio enregistré par une voix de synthèse, par exemple, soit en EPUB. C'est une des applications possibles. Autre outil développé et maintenu par le consortium DAISY et également traduit en français par EDR Lab, c'est Toby. J'ai tendance à présenter Toby comme étant un peu le grand frère de Obi, puisque cet outil permet de faire du DAISY audio, certes, mais également du DAISY audio avec du texte synchronisé. Permet également de mettre un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires, de la description d'image, etc. Dans les autres solutions que je mentionne qui ne sont pas développées par le DAISY Consortium mais qui me semblent être intéressantes, comme on peut le voir, je pense à l'écran, il y a Hindenburg Audiobook qui lui permet de faire du livre DAISY et il y a Dolphin Publisher qui permet de faire du DAISY et également du EPUB, en tout cas ils y travaillent fortement. Sur la diapositive, autres outils, EPUB, autres outils que je vous propose, également pour faire alors non plus du DAISY ou de l'EPUB, mais là vraiment clairement que de l'EPUB. Nous avons Juto, que Luc Audrin m'a fait connaître d'ailleurs, qui est très bien pour une production unitaire de livres et qui respecte en plus un certain nombre de préconisations liées à l'accessibilité pour pouvoir faire un EPUB accessible. J'ai mentionné CIG des calibres. Pour moi, ces outils sont intéressants pour des productions unitaires, ce qui est souvent le cas des petites structures adaptatrices de documents. Elles me semblent aujourd'hui, à ce stade, un peu moins évoluées et un peu moins prendre en compte, en tout cas, les normes en matière d'accessibilité numérique qu'on pourrait attendre de tels outils de production. Mais je sais qu'elles sont néanmoins déployées dans certaines structures adaptatrices, donc je les mentionne parce qu'elles ont un intérêt. Simplement, elles méritent du coup que l'utilisateur en fait rentre un peu plus dans le code et du coup ça les rend un peu plus difficiles pour produire un EPUB accessible. D'autres ressources autour du format EPUB, eh bien la première d'entre elles pour moi ça reste des travaux du groupe normes et standards du SNE que mentionnait Luc tout à l'heure lors de la présentation, avec un certain nombre de ressources qui ont été mises en ligne suite à l'atelier qu'on a fait le 15 juin dernier, avec notamment la traduction d'un document de référence pour que les publics francophones, comme ceux qui sont aujourd'hui autour de cette table virtuelle, puissent s'en emparer et produire un EPUB accessible. Un autre guide méthodologique
qui me paraît assez intéressant, qui a été produit dans le cadre du référentiel général d'accessibilité aux administrations, donc par l'État français, que je cite ici, que je vous engage à visiter parce qu'il met en avant là aussi des ressources intéressantes pour pouvoir produire un EPUB accessible. Enfin, une dernière ressource que je mentionne, notamment parce que je sais que pour certains publics anglo-saxons, elle est assez plébiscitée, c'est le fait qu'à partir de Google Docs, il est également possible de produire un EPUB relativement accessible. À ce stade, il ne remplit pour autant pas l'ensemble des prérequis en matière d'accessibilité numérique. Cela étant, c'est une bonne façon de commencer si on a envie d'utiliser Google, en tout cas, pour faire ce genre de tâches. Alors, une fois que j'ai présenté tout cet historique, tous ces outils de production, ces évolutions, on a déjà parlé de beaucoup de choses et puis le temps passe vite. Je vais maintenant me recentrer un peu sur ODR Lab, puisque c'est quand même le sujet central de ce webinaire. Il me semblait encore une fois qu'il était difficile de parler d'ODR Lab et d'accessibilité sans expliquer le cadre. Donc ODR Lab en France aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en matière d'accessibilité? On a d'abord cherché à identifier les acteurs spécialisés susceptibles de mettre en place le format EPUB 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a certains acteurs spécialisés comme les bibliothèques, comme les producteurs de documents, comme les environnements scolaires ou parascolaires. Et l'idée, ça a été d'aller vers eux, et vous verrez ça assez rapidement, pour les accompagner, pour les prendre par la main et les amener vers ce format EPUB 3, leur montrer en quoi il était possible aujourd'hui de l'exploiter et dans quelles conditions on pouvait les aider à produire. Travailler avec les acteurs, entre guillemets, standards à l'optimisation de leur chaîne autour de ce format. J'ai déjà parlé de notre participation au groupe normes et standards du syndicat national de l'édition. On a également eu quelques actions ponctuelles auprès de certains éditeurs pour pouvoir soit faire quelques retours, quelques tests sur leur production EPUB, soit valoriser le travail qui avait été fait. Je pense notamment à une action qu'on a eue commune avec Hachette lors du Salon du Livre 2017 pour montrer comment on pouvait s'emparer aujourd'hui d'un des EPUB 3 produits en respectant assez bien les normes autour de l'accessibilité et comment on pouvait s'en emparer quand on était non-voyant et le lire tout simplement. Mieux connaître les fonctionnalités d'accessibilité de ce format, ça recoupe un peu ce que j'ai déjà dit précédemment, c'est-à-dire vraiment mieux les partager, mieux les faire connaître. Et participer à des projets innovants, entre parenthèses, j'ai indiqué PIA. De quoi s'agit-il? EDR Lab, dans un consortium mené par Braillenet, a candidaté pour participer à un projet qui visera à mettre en place une plateforme de production vers de l'EPUB 3 nativement accessible, avec un certain nombre de lots, notamment inclure des fonctionnalités liées à la meilleure prononciation des voix de synthèse, par exemple, lorsqu'on voudra produire un EPUB, s'assurer d'une bonne production du braille qui pourrait être embarqué dans un EPUB, et ainsi de suite. Donc là, cette idée, c'est de dire que non seulement on essaye de vulgariser, de partager, de faire de la médiation, d'évangéliser, mais on essaie aussi de préparer un peu le futur et de s'embarquer dans des projets innovants de façon à mettre en place de nouveaux outils. Alors, où en est-on aujourd'hui dans cette diapositive suivante, exactement de cette accessibilité native? Alors, réflexion importante au SNE, je l'ai déjà mentionné, mais je pense que c'est vraiment essentiel de le marteler, c'est-à-dire d'expliquer qu'aujourd'hui, un nombre important d'éditeurs se pose la question de savoir comment aller vers cet EPUB 3 nativement accessible, en particulier et surtout dans le contexte de la littérature générale, autrement dit de ce qui est appelé dans certains milieux la littérature
noir, c'est-à-dire textuel en fait. On verra pourquoi tout à l'heure. J'ai déjà mentionné la démarche exemplaire d'Hachette en la matière, puisqu'aujourd'hui, on pense qu'environ 5000 titres ont été produits depuis mars 2016, donc même un peu en amont finalement de la sortie du document de référence sur tout ce qui est accessibilité technique du format EPUB qui lui est sorti en janvier 2017, mais donc une démarche très proactive sur le sujet qui nous permet aujourd'hui voilà, de mettre en valeur cet acteur qui travaille sur ces chaînes de production. Luc me contredira si je me trompe, mais en ayant profité du passage au format EPUB 3 pour, dans le même temps, travailler sur l'accessibilité numérique et faire d'une pierre deux coups. D'autres démarches chez d'autres éditeurs, donc on accompagne en faisant des tests de certains de leurs EPUB et de voir comment avec eux les améliorer. Et je cite également le réseau Canopé qui, lui, dans un domaine assez particulier, mais en tant qu'éditeur pédagogique, a sorti un certain nombre de documents, dont des EPUB 3, et avec qui nous sommes en contact pour notamment tester ces EPUB, voir sur un autre sujet que j'aborderai tout à l'heure, donner un peu de visibilité sur les applications de lecture qui pourront sortir prochainement pour rendre la lecture de ces EPUB possible. Dernier point et non des moindres, toujours sur la réalité de l'accessibilité native de ces documents, c'est tout ce qui est certification. Une des idées en fait qui se fait jour, c'est de dire il nous faudrait dans le paysage français un acteur qui puisse porter la certification d'une bonne accessibilité. Et c'est aujourd'hui Braillenet qui a accepté cette mission et qui du coup va, dans les prochaines semaines, se mettre en ordre de bataille pour pouvoir certifier des EPUB 3 et certifier leur accessibilité. Dans la diapositive suivante, j'essaye rapidement de brosser ce que devrait être finalement l'édition d'activement accessible. Quelles pourraient être les clés de succès pour qu'on ait réellement une édition nativement accessible? Pourquoi cette diapositive? D'une part parce qu'elle permet de comprendre que même si évidemment le point de départ de ce travail est très lié à ce que produisent les éditeurs, il n'en demeure pas moins que derrière les éditeurs, il y a un travail considérable à mener par un certain nombre d'acteurs. Et c'est là où, d'autre part, EDR Lab a des actions assez importantes que je vais essayer de vous lister très rapidement. Alors, si on prend cette arborescence, donc j'ai déjà largement parlé de la production avec le respect des normes, ça j'y reviens pas, et la certification que je viens de mentionner, où Braillenet donc du coup devrait travailler considérablement les semaines qui viennent. Mais lorsqu'on a parlé de production, on n'a pas parlé de distribution. Or, si un livre est produit de façon nativement accessible, encore faut-il qu'il soit distribué de façon accessible. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'à l'achat, une personne empêchée de lire puisse l'acheter elle-même. Donc que la plateforme du site internet, par exemple, soit accessible et qu'elle respecte les règles en vigueur. Et ce, jusqu'à l'acte d'achat lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'achat se fait par une plateforme tierce d'achat, notamment les plateformes bancaires, eh bien, il faut évidemment que ces plateformes soient elles-mêmes accessibles. Donc là, comme on le voit, on a une sensibilisation forte auprès de ces acteurs de la distribution à l'achat, mais elle existe aussi pour le prêt, puisque bien souvent, et à tort, lorsqu'on parle de livres nativement accessibles, on pense beaucoup achat. C'est une réalité. Personnellement, en tant que non-voyant, je souhaite pouvoir acheter mon livre comme n'importe qui si j'ai envie d'acheter un livre, mais je souhaite également, comme n'importe qui, aller l'emprunter à la bibliothèque. Et donc, ces mécanismes de prêt sur des plateformes de prêt accessibles doivent exister. Pour ça, ça suppose un certain nombre de prérequis, ça suppose que le service de prêt numérique soit accessible, ça suppose que le portail de bibliothèque qui utilise
de service de presse soit lui aussi développé de façon accessible. Donc sur ces 2 points, évidemment, ODR Lab a commencé à prendre des contacts pour sensibiliser l'ensemble de ces acteurs, notamment en amenant sur la table le 3e point que vous voyez dans cette arborescence, qui est la DRM LCP. Alors de quoi s'agit-il? LCP, qui signifie Light Content Protection, est une façon de protéger les contenus, pas forcément que au prêt d'ailleurs, hein, ça pourrait tout à fait être à l'achat, et de permettre que ces contenus protégés ne soient pas discriminants pour les publics empêchés de lire. Alors de quoi je parle quand je parle de ça? Peut-être que ça ne fait pas écho pour tout le monde. Lorsqu'on achetait des livres il y a encore relativement peu de temps protégés par la DRM Adobe, nommons-la, eh bien, il n'était pas possible de la lire sur bien des périphériques. Aujourd'hui, on voit qu'avec certains types de lecteurs, notamment sous iOS, il est possible de transférer cette même DRM Adobe, mais dans le même temps, il n'est malheureusement pas possible de prendre ces fichiers-là et les transférer sur des lecteurs dédiés, comme ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, ces fameux lecteurs dédiés qui peuvent lire également le format EPUB, ou en tout cas qui vont les lire prochainement, je vous en reparlerai juste après. Et pour des raisons politico-techniques, il est malheureusement à craindre que cette DRM d'Adobe ne soit pas supportée par ces lecteurs. Autrement dit, on pourrait se retrouver dans une situation où on aurait des contenus produits de façon nativement accessible, on l'espère distribués de façon nativement accessible, mais qui seraient peut-être protégés par des mécanismes qui ne pourraient pas être gérés par des lecteurs dédiés. D'où le fait qu'on ait, nous, pensé à mettre en place une autre DRM, donc cette DRM LCP, qui respecte bien évidemment les prérequis en matière d'accessibilité et qui respectera également, bien évidemment, l'accessibilité sur les appareils dédiés, comme ceux qu'on a vu passer tout à l'heure dans les diapositives, comme ceux produits par Humanware, Shinano Kenshi, Bones, etc. Ce qui m'amène tout naturellement... Excuse-moi, oui, Fernando, sur l'aspect distribution, il me semble qu'un des points fondamentaux est aussi le fait de faire savoir que ces titres sont accessibles ou que certains titres sont accessibles. Et dans ce faire savoir, il y a toute la distribution des métadonnées aussi. Exact. Alors c'est vrai que moi je le reliais beaucoup à la certification aussi parce que en réalité pour pouvoir avoir des métadonnées, le titre a été sans doute certifié par un organisme. Mais tu as tout à fait raison, il faut que le distributeur soit en capacité, bien évidemment, de reprendre ces données et de ne pas distribuer seulement le fichier sans faire savoir que le titre est accessible. Il y a la production, effectivement, au départ, qui doit faire en sorte produire un fichier EPUB accessible, mais ensuite, l'éditeur lui-même doit émettre des métadonnées disant qu'il a fait quelque chose pour que cet EPUB soit accessible. Et après, ces métadonnées doivent circuler sur toute la chaîne de distribution en même temps que le fichier et sont séparées, c'est pas la même chose. Et ça doit arriver jusque dans les boutiques ou les bibliothèques ou les portails de bibliothèques. Et là, il faut que effectivement l'emprunteur ou l'acheteur puisse sélectionner ou appliquer des filtres pour dire moi, ce qui m'intéresse, c'est les livres nativement accessibles. Et ça doit pouvoir être fait à condition que les différents tuyaux aient pu transmettre ces métadonnées depuis l'origine. Pour passer maintenant aux usages, qui est la dernière partie de cette arborescence, il faut que les solutions dédiées puissent lire ces EPUB 3 nativement accessibles. Donc ça, j'en ai déjà, je pense, beaucoup parlé. J'ajouterais néanmoins que DR Lab travaille activement sur ce point-là, puisque grâce au concours actif d'Hachette, nous avons pu mettre à disposition de 3 fabricants de lecteurs DAISY des fichiers EPUB 3 nativement accessibles, en tout cas très proches d'être du nativement accessible,
de façon à permettre à ce que ces fabricants de matériel DAISY puissent implémenter convenablement le format EPUB à la lecture. De la même façon, on travaille également avec 2 fabricants de matériel Braille pour qu'ils aillent vers le format EPUB, pour qu'ils le supportent nativement. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, ça veut dire qu'il faudrait un jour qu'on puisse avoir des matériels de lecture Braille où on puisse insérer une carte SD ou connecter une clé USB avec un EPUB 3 et qu'on puisse le lire directement. Aujourd'hui, on peut, et j'en parlerai dans le point suivant, lire un fichier EPUB en Braille à condition de le connecter à un autre terminal. Là, l'idée, c'est de dire on souhaite pouvoir lire un EPUB embarqué dans un bloc-notes Braille, par exemple, pour ceux qui le connaissent. Donc là, les contacts sont encore liminaires, comme on dit, notamment avec la structure Baum, qui est une structure allemande qui produit du matériel Braille et dont l'équipe de développement est en Roumanie. Et on a une autre structure, Humanware, mais qui est déjà adressée par le premier volet de cette expérimentation, puisqu'ils produisent également des lecteurs DAISY. Donc, l'idée avec Humanware, c'est de faire en sorte que Humanware supporte le format EPUB aussi bien dans ses lecteurs DAISY que dans ses matériels Braille. Les solutions grand public, eh bien là, l'idée, elle est simple, c'est de faire en sorte que sur une solution type iPad ou iPhone avec iOS ou Android sur d'autres terminaux, on puisse lire un format EPUB nativement accessible. Ça vaut pour l'ensemble des tablettes. On avait quelqu'un de chez Kobo avec nous aujourd'hui. Il est bien évident que ce qu'on souhaite, c'est vraiment permettre l'utilisation de ces EPUB 3 accessibles sur l'ensemble des tablettes et imaginer quelles pourraient être les fonctions d'accessibilité à apporter à ces tablettes quand il y en a besoin, s'il y a besoin notamment d'une synthèse vocale pour vocaliser le contenu si elle n'est pas présente, ou à contrario, s'il faut essayer de travailler sur l'ergonomie des produits pour faire en sorte que ces EPUB 3 nativement accessibles soient réellement utilisables par les publics qui ont besoin de retravailler l'apparence du contenu d'une façon ou d'une autre. On va maintenant parler de l'EPUB pour des usages spécifiques, puisqu'on a beaucoup parlé du nativement accessible, et ce qui constitue pour ODR Lab un axe majeur de la mission accessibilité. J'ai tout à l'heure indiqué en réalité que sur le nativement accessible, on était vraiment sur la littérature générale. En réalité, pour tous les ouvrages un peu plus complexes, les ouvrages illustrés, les ouvrages scolaires, comme vous le voyez dans la diapositive que vous devez avoir, je pense, sous vos yeux, il est difficile pour les éditeurs d'imaginer d'aller vers ce type de nativement accessible de par la disproportion que ça occasionnerait sur leur chaîne de production. Donc, on a là un secteur qui existe déjà, qui est le secteur adaptateur, transcripteur adaptateur aujourd'hui en France, et qui pourrait s'emparer là aussi de ce format pour faire un EPUB adapté, ce qui permettrait, encore une fois, et je fais mien finalement les souhaits du DAISY Consortium, de n'avoir qu'un seul format, quel que soit le type d'utilisation ou le type de production imaginable. Pour ce faire, au sein de ODR Lab, on conduit actuellement 3 accompagnements. Le premier aux côtés de la Fédération des aveugles de France Languedoc-Roussillon, qui accompagne des enfants en inclusion scolaire et avec qui on travaille à une bonne diffusion du format EPUB 3, à une bonne prise en charge de ce format, une meilleure connaissance, y compris des équipes internes de la Fédération des aveugles de France, qui bien souvent ne connaît pas ce format et donc à qui on explique par des démonstrations, par des actions de sensibilisation, en quoi ce format peut réellement présenter un intérêt, notamment par rapport à d'autres formats comme le PDF qui est très utilisé en milieu scolaire pour les malvoyants par exemple. L'INJA, donc l'Institut national des jeunes aveugles, avec qui on est en train de produire des ouvrages qui eux sont au programme de première, et avec qui on est en train de voir d'une part comment les
les produire convenablement en respectant l'accessibilité et les normes qui y ont trait. Et d'autre part, comment former les équipes pédagogiques, les enseignants bureautiques, ceux qui font de la médiation numérique, notamment auprès des élèves, pour qu'ils s'emparent convenablement de ces formats. Enfin, la BBE, donc l'association Bibliothèque Braille Enfantine, qui depuis des années réalise des livres à destination des enfants, donc beaucoup d'adaptations des livres illustrés en fait, et qui eux avaient une demande un peu particulière puisque ce qu'ils faisaient jusqu'à présent c'était du point doc avec le texte des livres, des images et associer aux images des fichiers audio qui étaient des illustrations sonores de l'image. Alors je m'explique parce que c'est peut-être pas toujours très clair. Lorsqu'on voyait par exemple un bonhomme qui marchait dans la neige, eh bien l'illustration sonore qui se déclenchait était une description de l'image avec les bruits de quelqu'un qui marche dans la neige et des petites illustrations sonores qui accompagnaient la chose. Donc là, l'idée, c'est de les accompagner sur une production EPUB 3 qui embarquerait tous ces objets et ce, bien évidemment, de façon accessible. La diapositive suivante, c'est une diapositive qui, à mon avis, compte tenu de vos profils, vous parlera beaucoup et donc sur laquelle je vais peu revenir. C'est expliquer le balancement qu'il y a entre la loi DADVSI, la LCAP et le cadre légal en France qui permet à ces structures spécifiques d'adapter du document, parce que bien souvent, c'est quelque chose qui est peu connu. En fait, l'idée étant en France que si un livre n'est pas nativement accessible, une structure doit pouvoir l'adapter. Il y a donc une forme de balancement qui d'ailleurs est reprise dans le traité de Marrakech, qui a été signé le 28 juin 2013 et qui est en passe d'être ratifié par l'ensemble des pays de l'Union européenne et qui donc crée un cadre juridique qui permet, lorsque le livre n'est pas disponible de façon nativement accessible, à son adaptation par une structure bien évidemment reconnue. Donc cette idée est là, c'est-à-dire de dire on a d'un côté le nativement accessible et on fait un maximum pour que ça devienne une réalité, tant dans la production que la distribution et les usages. Et de l'autre côté, quand ce livre n'est pas nativement accessible, il y a des mécanismes pour compenser ce manque d'accessibilité native pour X ou Y raison. Et c'est pour ça qu'il nous semble vraiment indispensable au sein de DRLab d'être présent sur les deux volets, de façon à accompagner ces deux gros mouvements vers le format EPUB. Alors nos actions en Europe maintenant, on participe bien évidemment aux réflexions en cours au sein de l'European Accessibility Act, qui est un document de référence qui va définir pour beaucoup de citoyens européens comment l'Europe devrait être plus accessible. Donc il y a un certain nombre de sujets, ça passe par les distributeurs bancaires, les transports, bref, un certain nombre de choses. Le livre en fait également partie, donc on participe à ces réflexions. On travaille également à faire émerger les bonnes pratiques, à essayer d'expliquer à d'autres acteurs européens ce qui est en train de se passer. J'étais encore il y a 2 semaines à l'Organisation nationale des aveugles espagnols avec qui on a de bons contacts et on travaille également avec les Suédois de MTM pour voir comment tout ça pourrait s'articuler et comment éventuellement on pourrait soit les accompagner, soit leur faire tester un certain nombre de choses qui devraient arriver dans les prochains mois, ce dont je parlerai assez vite. On parle également au niveau européen, lorsqu'on crée des sessions plénières ou des ateliers pendant des événements comme l'EPUB Summit. Alors là, je cite celui qu'on a organisé les 9 et 10 mars à Bruxelles. Le prochain aura lieu les 16 et 17 mai à Berlin. Et il est bien évident que l'accessibilité numérique y aura pleinement sa place, notamment pour encourager finalement tout ce que je viens de citer. J'en arrive à ma dernière diapositive. Quels sont les nouveaux chantiers? Parce que là, je vous ai parlé de l'historique, je vous ai parlé de ce qu'on faisait, de ce dans quoi on était présent.
Maintenant, j'aimerais vous parler rapidement de ce vers quoi on va aujourd'hui. Alors, on a un contexte qui est très important, qui est celui des nouvelles applications Ridium. Pour ceux d'entre vous qui se sont déjà intéressés au format EPUB, on a développé des applications qui sont en train d'évoluer et qui permettent de lire du format EPUB. Aujourd'hui, on sait qu'on a de gros progrès à faire en matière d'accessibilité dans ces applications. On profite du coup d'une refonte complète de ces applications pour introduire ces préoccupations. Donc là, on en a cité quelques-unes. On parle du contrôle au clavier de ces applications, à la voix si c'est possible. On veut bien évidemment que ces applications soient les plus compatibles possibles avec les lecteurs d'écran sur le marché, tant sous Windows que sous macOS, mais également en environnement mobile, puisque là aussi on a des choses qui arrivent sous iOS et sous Android. J'ai déjà largement parlé de LCP tout à l'heure quand je parlais des DRM, mais il est bien évident que dans Ridium 2, ça fera partie des choses qu'on souhaitera gérer convenablement. C'est déjà le cas aujourd'hui, sauf erreur de ma part. On cherche également, dans un tout autre sujet, à mieux comprendre les besoins des 10. Vous vous souvenez qu'au début de ma présentation, j'évoquais ce public comme étant un public largement servi par les organisations à l'étranger. J'ai notamment cité les Pays-Bas, la Suède et les États-Unis. En réalité, on se rend compte, pas qu'au niveau français d'ailleurs, mais au niveau international, qu'on connaît assez mal les besoins de ces populations. Et donc, on travaille depuis le mois de septembre à, d'une part, comprendre quel est le paysage français autour de ces handicaps. Ensuite, comprendre quels sont les besoins et voir au niveau européen comment tout ça s'organise et comment on pourrait, du coup, intégrer les résultats de ces réflexions dans les applications qui sont sur le point d'arriver au premier trimestre 2018, voire au premier semestre s'il faut réaffiner certains de nos développements. Et avec ça, écoutez, j'en ai fini pour cette présentation qui était un peu long, peut-être pour certains d'entre vous un peu de l'ordre de la redite. Pour d'autres, il y avait peut-être au contraire beaucoup de choses, c'était peut-être très foisonnant. C'est un peu difficile d'organiser un webinaire en essayant de vulgariser un sujet aussi vaste et aussi important que celui-ci. En tous les cas, j'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre quel était le positionnement de DR Lab dans l'ensemble de ces sujets, ce qu'on avait fait jusqu'à présent et comment on comptait à l'avenir continuer à travailler sur ces questions. Et maintenant, écoutez, si vous le souhaitez, j'ouvre le panel à la discussion ou à des questions éventuelles pour qu'on revienne sur tel ou tel point de cette présentation. Bien sûr, si pour ceux qui n'ont pas de micro, une question en chat est désirée, il n'y a pas de problème, je l'ai dit. Alors, soit j'ai assommé tout le monde. Magali Verger nous dit merci pour la présentation claire, prometteuse sur les projets en cours et à venir et prise en compte des besoins en accessibilité. Donc c'est un merci. Merci beaucoup Magali. Merci beaucoup. Donc non, je pense que ta présentation était très claire. On a décidé à UDER de faire des présentations sur nos différents projets à peu près une fois par mois. Le mois dernier, on a parlé de Ridium 2. Ce mois-ci, d'accessibilité. Le mois prochain, on fera peut-être un petit focus sur l'état d'avancement sur le déploiement de Ridium LCP en France et éventuellement en Europe. Donc voilà, tous les mois, on aura un webinaire comme ça et on reviendra sur les différents sujets au fur et à mesure qu'il y a des choses intéressantes à dire. La communication se fait par Twitter, par le site DR Lab, par newsletter DR Lab également. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à vous
s'inscrire à la newsletter de TR Lab directement depuis le site. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour votre participation. J'ai une question complémentaire Vas-y, Luc. sur les besoins des 10 dans l'intégration dans Iridium 2. C'est important parce que il y a beaucoup de besoins des 10 qui sont pas liés directement au contenu du fichier, mais qui sont beaucoup plus du ressort de l'application d'affichage, quoi. Par exemple, changer le fond pour avoir un meilleur contraste ou améliorer l'interlignage des lignes. C'est pas des choses qui relèvent de la construction, de la production du fichier. Ça, c'est important. Tout le boulot que vous avez fait avec Jiminy et puis Luc Momet, là, que je vois être arrivé, c'est un boulot extraordinaire et je pense que ça permet aussi de réfléchir à la responsabilité des différents acteurs et différentes couches contenu logiciel pour prendre en charge les différents besoins, quoi. Parce que je vois que même par rapport à un certain nombre d'éléments liés au dyslexique, il y a des choses qu'on pourra faire ou faire a posteriori, même quand on aura déjà fait un EPUB relativement accessible, on pourra peut-être avoir des actions en deuxième temps. Tout à fait. Là, on va essayer dans Iridium 2 déjà de faire tout ce qui est possible au niveau de l'application, même pour un contenu quelconque. Alors, en effet, c'est les fonds, c'est les polices, c'est l'écartement des lettres, l'écartement des mots, l'écartement des lignes. C'est à terme faire apparaître une sorte de règle, donc une sorte de cache sur une ligne pour permettre une meilleure lecture d'une ligne. Puis ensuite, on va essayer d'aller plus loin avec l'aide d'experts comme les personnes de Mobilis, voir bien sûr la colorisation des syllabes, mais en allant plus loin vers l'isolement, le highlight de parties de phrases qui ont un sens, donc le chapeau rouge, des choses comme ça. On va voir jusqu'où on peut aller, toujours dans des logiciels open source et donc qui doit se retrouver, on l'espère, dans toute une série d'applications de lecture à travers le monde. Donc on essaie de travailler sur le cœur pour que toutes les applications de lecture en profitent plus tard. Et pour rebondir là aussi, Luc, sur le point que tu soulèves, en tout cas sur les deux points techniques que tu soulevais sur le fond et les polices, il faut aussi savoir que c'est une demande assez forte, notamment des malvoyants scolarisés, et qu'on a également notamment les expérimentations en cours aujourd'hui. Donc on est en plus sur des besoins très convergents qui effectivement ne dépendent pas de la production, mais qui dépendent bien là pour le coup de l'interface utilisateur. Donc ça fait bien partie des choses qu'on a d'ores et déjà à l'esprit de par les retours terrain aujourd'hui, y compris de gens qui produisent de l'EPUB 3 très accessible comme Gauthier Chomel à Montpellier, mais qui aujourd'hui se retrouvent dans des difficultés pour le mettre entre les mains des déficients visuels malvoyants scolarisés. Une question de Virginie Bouillac qui demande qu'est-ce que l'on pense de la fonte Open Dyslexic qui est déjà présente dans les e-readers de Kobo. Alors, un premier élément de réponse, on intègre aussi, j'ai oublié de le dire, dans Iridium 2, la fonte Open Dyslexic, mais pas seulement. La personne qui, pour nous, fait des recherches sur le sujet, donc Luc, aidé par aussi pour la CSS par Jiminy Panos, regarde les différentes fontes pour dyslexique qui pourraient être utiles. Donc Open Dyslexic en est une, il y en a d'autres, il y en a une qui a été sortie par Orange. Donc on voit un petit peu, on essaie de voir un peu qu'est-ce qui serait le mieux. Et certains experts nous disent que de toute façon, c'est pas la fonte qui fait tout, Open Dyslexic ou pas, et que du moment qu'on a une police qui sépare correctement les différentes lettres visuellement, certains dyslexiques vont être plus à l'aise avec une police Open Dyslexic, oui, mais d'autres vont être finalement moins à l'aise, préférer une autre police plus, on va dire, plus classique et avec un meilleur écartement des lettres et ça va leur convenir mieux. Donc chacun est vraiment différent. Donc on pense que c'est une des briques. On pense que ça n'est pas la seule brique. Voilà. De toute façon, je pense qu'on sera amené à proposer dans les prochains mois un webinaire sur tout ce qui est 10. Là, l'idée, c'était aussi de faire le point sur ce qu'on avait fait pendant ces 12 premiers mois.
sachant que lorsqu'on a organisé ce webinaire, on s'est posé la question de savoir si on abordait les travaux liés à la dyslexie, là où on en était, mais c'est vrai que comme on a démarré encore une fois qu'en septembre, c'est un peu juste là pour arriver à partager l'état des connaissances. Donc on organisera sans doute quelque chose dans les prochains mois. Donc clairement oui, et puis du coup ce sera Luc qui interviendra à ce moment-là. Voilà. Bien, donc oui, Virginie nous dit merci beaucoup. Oui, si vous voulez d'ailleurs revenir vers nous, travailler avec nous sur ces sujets, hein, puisqu'on est une association, bien sûr, vous êtes tous bienvenus. Je crois qu'on peut arrêter là. Merci. Merci à tous. Merci. Eh bien, bon après-midi. Et puis bonne fin d'après-midi. Merci, à bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.